Chapitre 5. Un sourire qui s'étend au monde entier. Ayant le désir de faire connaître au plus de monde possible les merveilleux mystères de l'univers tels que l'eau nous les révèle à travers ses cristaux, j'ai publié l'ensemble de mes photos de cristaux d'eau gelée au Japon. Pourtant, c'est d'Europe que j'ai obtenu le plus de réactions. Il semble que cela ait provoqué dans l'âme des gens une onde qui s'est propagée à une vitesse bien supérieure à celle que j'aurais pu imaginer. Qu'est-ce donc qui a suscité tant d'intérêt chez tant de gens dans tant de pays si différents? J'ai l'impression que lorsque quelqu'un regarde ces photos, un changement physique se produit dans l'eau qui est à l'intérieur de lui. L'eau a un message pour le monde. L'ensemble du monde est relié tout entier par l'amour et la gratitude. L'amour et la gratitude sont des principes de base de la nature. Touchant la fin de son long périple à travers le cosmos, l'eau atteignit la terre, portant l'amour et la gratitude en son sein. Cet amour et cette gratitude ont créé le tout premier indice de vie pour ensuite pourvoir au tendre allaitement indispensable à la croissance de la vie nouvellement née. Contempler les photos des cristaux d'eau réveille une mémoire primitive enfouie au fond de l'eau de chacune de nos cellules. Le message de l'eau est amour et gratitude. Regardez à nouveau les photos de cristaux des pages précédentes de ce livre. Ces images sont le reflet de notre monde magnifique. Les photos révèlent les changements survenus dans l'eau selon l'influence qu'elle reçoit des paysages et des musiques de toutes les régions du monde, et incluent une comparaison entre l'eau du robinet et celle de la nature. Comme j'ai mentionné au premier chapitre, le monde a pour la première fois entendu parler de mon travail à travers ma première série de photos de cristaux d'eau. Ceci a été possible grâce aux efforts de Shizuko Uvewand, une femme japonaise devenue citoyenne hollandaise et qui me sert à présent d'interprète. Par l'intermédiaire d'une relation commune, Shizuko vint me rendre visite à mon bureau moins d'un mois après la première publication au Japon de cette série de photos, et je lui montrai un exemplaire du livre. Au moment où elle a regardé ces photos, je peux dire qu'elle a eu l'air impressionnée. L'instant d'après, elle achetait 77 exemplaires qu'elle fit parvenir à ses amis et à ses connaissances aux Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie et dans d'autres pays encore. Peu de temps après l'envoi de ces albums, elle commença à être inondée de réponses en retour. C'était comme si les cristaux représentaient exactement ce que tant de gens recherchaient, ce que cette époque difficile dans laquelle nous vivons réclamait. Devant ces réactions, Shizuko m'invita en Suisse pour que je donne une présentation de mon travail à un petit séminaire annuel qu'elle dirigeait à Zurich et qui s'intitulait « À la recherche des joyaux humains ». Il se trouvait qu'une semaine après ce séminaire avait lieu un rassemblement annuel de grande envergure. Grâce à l'assistance de Shizuko, j'eus l'opportunité de faire un exposé devant un groupe de journalistes et de donner des interviews pour des articles qui parurent dans diverses revues. Il en résulta une énorme vague d'intérêt et de compréhension pour mon œuvre. L'une des personnalités organisatrices de cette importante réunion était Manuela Kim, une personne de plus qui fut enchantée à la vue de ma collection de photos. Elle m'envoya le message suivant. « J'ai 2 enfants et je sais que lorsqu'on leur en parle, l'effet est complètement différent si le ton que l'on emploie est plein d'amour ou si l'on se contente de leur lancer simplement des ordres. C'est la différence que vous nous avez montrée entre « allons, on s'y met » et « fais ça ». De même, je comprends clairement que cela est ressenti au niveau de chacune de nos cellules. Les cristaux de l'eau nous enseignent des choses d'intérêt exceptionnel pour nos vies quotidiennes. Nous sommes en permanence environnés de champs magnétiques. Nous ne pouvons plus imaginer vivre sans ordinateur. Mais il nous est possible de faire clairement la distinction entre rester inconscient du risque causé par les champs magnétiques ou en devenir conscient et y prendre garde. J'ai été très impressionnée. Manuela, après avoir vu les photos, me proposa de diriger un séminaire qu'elle organiserait pour moi. Elle entra d'abord en contact avec l'agence pour l'environnement d'une petite ville qui s'appelait Sanglant pour leur proposer une conférence sur le thème de l'eau et l'environnement, mais elle obtint pour toute réponse qu'ils ne pouvaient pas, le sujet étant trop délicat. Elle se tourna alors vers les personnes plus ouvertes aux questions spirituelles et regroupa des gens qui avaient en commun le désir d'explorer ce qu'on ne peut voir à l'œil nu. Tous ceux qui entendirent parler des cristaux d'eau furent visiblement impressionnés et inspirés par le sujet.
Grâce aux efforts de Manuela, en l'intervalle d'une semaine, je donnais une conférence dans 3 villes différentes en Suisse et revins au Japon, sachant qu'il y avait un grand nombre de gens ayant le désir d'en apprendre davantage sur ce que je faisais. Cette première invitation de Manuela fut suivie de beaucoup d'autres, et partout où j'ai pu faire un exposé sur le thème des cristaux d'eau, les réactions ont été merveilleuses. J'ai eu ainsi l'opportunité de faire de nombreux voyages en Europe dans le but de donner des conférences et des présentations devant des salles combles de gens qui avaient un intérêt personnel ou professionnel vis-à-vis de l'eau. La parution, suivant ces tournées, d'articles dans des revues contribuait à accroître encore l'intérêt à l'étranger, et comme de plus en plus de gens se montraient inspirés par ma collection de photos, j'étais inondée de propositions pour donner conférences et présentations. La nouvelle concernant mon travail se répandit d'Europe jusqu'aux États-Unis, où je fus invitée à parler à Harvard, et aussi dans une école libre de la banlieue de Boston, fréquentée par des enfants en rupture avec cette société américaine ternie par les armes, la drogue et la violence. C'est probablement l'ultra-sensibilité de ces jeunes qui les rendit d'autant plus réceptifs à l'information que je leur donnais sur les cristaux d'eau gelée. Je suis à peu près certain que lorsqu'ils quittèrent la salle, ces étudiants avaient réalisé que dire des mots brutaux blesse l'eau autant que les autres personnes. Je ne puis m'empêcher de sourire en les imaginant une fois rentrés à la maison ce jour-là, expliquer à leurs parents qu'il ne faut pas dire des choses comme « va faire tes devoirs » ou « range ta chambre ». Mais ce n'est qu'un aspect de plus du phénomène de résonance, puisque des personnes dont l'âme tendre avait été blessée d'une manière ou d'une autre s'intéressaient aussi aux cristaux d'eau, le message de l'eau se répandait encore plus vite tout autour de la planète. On pourrait peut-être ajouter que cette expansion est due à toutes les personnes en quête de réponse en ces temps troublés. Je suis convaincue que les cristaux d'eau vont devenir un centre d'intérêt commun pour tous ceux qui, dans le monde entier, essaient de trouver un sens à ce chaos actuel. Mes séjours en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Angleterre, en France, en Italie, au Canada et aux États-Unis m'ont offert l'occasion de rencontrer et de correspondre avec une multitude de personnes qui, tout autour du monde, font des recherches sur l'eau. Probablement parce que l'eau est si mystérieuse, les approches sont variées et peu conventionnelles. Tout cet intérêt pour l'eau implique l'organisation constante de symposiums et autres rassemblements dans le monde entier, me tenant très occupée, parfois trop occupée. Le symposium qui avait eu lieu en Suisse a depuis été tenu 2 autres fois à Lucerne, et il semblerait qu'il soit destiné à grandir encore et à prendre au fur et à mesure une envergure de plus en plus internationale. J'ai également participé à des symposiums en Australie et en Angleterre. Au début, je me demandais si j'allais trouver beaucoup d'intérêt pour l'eau en Europe et dans les autres pays, mais je sais désormais que ces pays sont autant, si ce n'est davantage, intéressés que le Japon. Je me souviens d'un groupe de Japonais visitant le lac de Zurich. Le lac était si beau que l'un des participants demanda au guide qui était suisse « Comment faites-vous pour qu'il n'y ait aucune trace de pollution tout autour d'ici ?» Le guide, pour qui il était évident que le lac était parfaitement propre, ne savait que répondre, et à son tour demanda au Japonais « Pour quelle raison me posez-vous une telle question ?» Partout où je me rends, je prends des diapositives des cristaux, ce qui me permet de montrer sur place au public les cristaux formés à partir de l'eau prélevée localement. En entendant mon message et à la vue des diapositives, les Européens sont visiblement surpris et impressionnés. De telles réactions aussi immédiates indiquent qu'ils ont développé une conscience déjà élevée au sujet de l'eau. Mais mes recherches restent limitées tant que je fabrique les cristaux au Japon. C'est pour cette raison que je retins la requête de concevoir une possibilité d'ouverture à une recherche en Europe. En réponse à cela, je me mis à parler d'un projet qui me tournait dans la tête depuis longtemps. Le concept est ambitieux et totalement original. Je veux créer un centre de recherche qui est en lui-même la forme d'un cristal d'eau hexagonal. Le laboratoire d'études sur les cristaux d'eau sera situé au centre, et 6 autres laboratoires l'entoureront et seront destinés à l'étude de différents domaines d'ordre scientifique et autres, physique et mathématiques, biologique et médecine, astronomie et océanographie, philosophie et religion, et chimie et mécanique. Chaque laboratoire se concentrera sur 18 sujets de recherche, ce qui donnera un total de 108, comme les 108 éléments. Je réfléchis à cela depuis un long moment déjà, et ma réflexion s'est accentuée lorsque j'ai commencé à me demander
pourquoi la Terre et son environnement étaient en si mauvais état, pourquoi il régnait tant de confusion dans l'esprit des gens, et pourquoi notre civilisation était devenue ce qu'elle est. En méditant sur ces questions, j'en suis arrivée à la conclusion qu'elles résultaient de la combinaison d'une part de l'orgueil et de la corruption existant dans les milieux scientifiques, et d'autre part de ceux qui, à des postes d'autorité, autorisaient et encourageaient sciemment l'évolution d'une telle société. Il existe bien sûr des scientifiques qui gardent leur propre libre arbitre et qui travaillent en accord avec leur conscience. Mais si l'on considère l'état actuel de la société, l'on réalise que sont en réalité très rares ceux qui ont mené leurs activités dans un esprit de perpétuer la race humaine et de nettoyer la planète que nous occupons. Par exemple, cela n'inclut pas les scientifiques qui obéissent au doigt et à l'œil aux autorités japonaises qui s'entêtent à continuer à dégrader l'eau avec du chlore, entraînant par là une décadence généralisée de la société. Les scientifiques, bien entendu, ne sont pas seuls responsables des problèmes. Les fondations de la société se sont tellement affaiblies qu'il est devenu impossible à une poignée de scientifiques de redresser la déplorable direction dans laquelle nous nous sommes engagés. Comment pourrions-nous changer de direction ? Et que pourrions-nous faire pour améliorer de façon significative l'état décourageant de la situation qui s'est insinué au sein de la communauté scientifique ? À mon avis, il faut commencer par transformer l'entourage et les systèmes liés à la communauté scientifique. Dans le centre que j'imagine, la communauté locale viendra aider les scientifiques qui, tout en se concentrant sur leur propre domaine, créeront des interactions avec les scientifiques d'autres domaines, offrant à tous une perspective élargie à partir de laquelle ils structureront le cours de leurs recherches respectives. C'est la communauté qui aidera aussi à garantir les financements nécessaires, ainsi que toute autre assistance que les chercheurs actuels sont individuellement incapables d'obtenir d'eux-mêmes. D'après mes expectatives, le résultat d'une telle structure autorisera des découvertes et des avancées qui contribueront réellement à l'avenir de la Terre et de l'humanité. Je visualise nos chercheurs se rassemblant dans la cafétéria centrale pour échanger pendant leur pause matinale et le déjeuner et annoncer le soir le résultat de leurs recherches. Il y a bien sûr des obstacles sans nombre à dépasser pour faire de ce rêve une réalité, mais aujourd'hui je sens que le premier pas a déjà été accompli. Quelles que soient vos intentions, les annoncer tout haut est une étape primordiale. Je suis capable de le dire en toute confiance, étant donné mes nombreuses années d'expérience dans les affaires. Du plus loin que je remonte dans mon enfance, j'ai toujours exprimé aux autres ce que je pensais et ce que je voulais faire, et j'ai constamment entendu dire que je parlais trop. Mais le simple fait de dire quelque chose est un moyen de rassembler de l'énergie autour de soi. À partir du moment où vous dites une chose à d'autres personnes, l'énergie afflue dans votre direction et vous aide à accomplir votre objectif. Si vous exprimez vos intentions, leur réalisation s'ensuivra. Évidemment, je ne suis pas en train de vous suggérer de déclarer des choses irresponsables. Il est important de dire ce que vous avez réellement à cœur. Il vous faut tenir parole. C'est pourquoi lorsque vous dites quelque chose, vous devez être déterminé à vous engager vous-même. Laisser les autres connaître vos intentions peut aussi souvent faire survenir l'aide dont on a besoin de sources inespérées. Les mots possèdent leur propre et unique fréquence vibratoire et nous avons déjà vu comment leur énergie influence l'univers. Les paroles qui sortent de votre propre bouche détiennent un pouvoir qui va influencer le monde entier. On peut aller jusqu'à dire que les mots qui nous enseignent sur la nature sont les véritables mots du Créateur. Je connais un homme qui a prouvé le pouvoir et les bienfaits des mots au moyen de son propre corps. Nobuo Shihoya est un homme dont je suis fière de dire qu'il est mon maître. Il a 101 ans, mais son dos est droit, et tous ceux qui le rencontrent peuvent immédiatement voir qu'il est toujours vaillant et en bonne santé. Encore aujourd'hui, pendant les conférences qu'il donne chaque année à plusieurs occasions, il est capable de rester 1 à 2 heures debout. Il pratique aussi le golf quotidiennement et va aux courses 1 fois par semaine. Sa capacité à se maintenir en si bonne santé relève du miracle. Maître Shihoya explique que son secret vient de la méthode particulière qu'il emploie pour respirer. Elle consiste à inspirer l'air jusqu'à ce qu'il emplisse entièrement les poumons, apportant de l'énergie au corps entier,
tout en pensant consciemment à l'énergie universelle qui se rassemble autour de lui et lui procure une énergie régénérante. Cette méthode nous enseigne aussi le pouvoir de la pensée affirmative. Maître Shioya nous recommande à la fin de l'exercice respiratoire de prononcer l'affirmation suivante. L'infini pouvoir de l'univers se concentrera et apportera la véritable paix au monde. Cette déclaration est une forme de prière, mais l'important est sa forte détermination qui s'exprime à travers l'emploi du futur. D'après Maître Shioya, il existe des particules fantômes qui ne sont pas visibles aux yeux de la science actuelle parce qu'elles existent à la frontière entre la 3e et la 4e dimension. Des mots prononcés avec une ferme détermination détiennent une puissance suffisamment forte pour être capables de rassembler ces particules fantômes, rendant possible leur concrétisation dans le monde de la 3e dimension. En septembre 1999, j'ai eu l'opportunité de percevoir la réalité du pouvoir des mots tel que Maître Shioya nous la présente. Ce jour-là, environ 350 personnes se sont assemblées sur les berges du lac Biwa, le plus grand lac au Japon. J'avais réuni ce groupe dans l'idée d'essayer ensemble de rendre le lac plus propre. Il existe au Japon un vieux proverbe qui dit que lorsque l'eau du lac Biwa est propre, l'eau du Japon tout entier le deviendra. L'autre but de ce rassemblement était de prier pour la paix dans le monde au moment où nous entrions dans ce nouveau siècle. Sous la direction de Maître Shioya, alors âgé de 97 ans, cette foule importante a uni ses forces dans une affirmation pour la paix mondiale qui a élevé à l'unisson nos voix et nos cœurs. Nos psalmodies pouvaient être entendues sur toute la périphérie du lac et il régnait une atmosphère spéciale qui faisait vibrer nos colonnes vertébrales. Un mois suivant, précisément la date de cet événement, une chose étrange se passa au lac Biwa. La presse rapporta que les algues putrides, qui apparaissaient chaque année pour envahir le lac en causant une puanteur insupportable, n'avaient pas fait cette année leur apparition. Si vous ne comprenez pas les principes de l'esprit des mots, cet événement vous semblera sans nul doute étrange, mais nous savons que cet esprit des mots a le pouvoir d'influencer tout ce qui existe et d'apporter au monde une transformation quasi immédiate. Je suis certain que l'esprit des mots engendré par ces prières prononcées d'un ton déterminé pour la paix mondiale a eu l'effet de nettoyer l'eau du lac en l'affaire de quelques instants. L'autre aspect notable est le fait que 350 personnes se soient réunies pour chanter ensemble. La volonté réunie de tant de gens a agi comme une force capable de changer l'univers. J'utilise parfois la théorie de la relativité d'Einstein, E égale mc au carré, pour expliquer ce principe. Cette formule a un sens supplémentaire important. En général, on interprète E égale mc au carré comme l'énergie égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Nous pouvons pourtant aussi interpréter C comme étant la conscience, plutôt que simplement la vitesse de la lumière. Puisque m représente la masse, nous pouvons alors l'interpréter comme le nombre de personnes se concentrant consciemment. Cette interprétation m'a été enseignée par le professeur Wang Van Duc, un spécialiste en psychoimmunologie né au Vietnam. Il y a plus de 10 ans, lors d'un séminaire que je dirigeais au Japon et auquel je l'avais invité à participer, il m'avait mentionné au hasard d'une conversation le fait que le C de E égale mc au carré se référait non à la vitesse de la lumière, mais à la conscience. Ce point de vue suscita en moi une profonde impression durable. Plus tard, à l'époque où je réfléchissais sur le phénomène vibratoire ainsi qu'à la façon dont nous devrions mener nos vies, je me souvins soudain de ces propos. Presque un siècle a passé depuis qu'Einstein communiqua cette formule au monde. Il n'y a aucun moyen de vérifier si Einstein envisageait lui-même la possibilité de représenter C comme la conscience, mais puisque tout est relatif dans l'univers, l'on peut considérer comme une erreur le fait de dire la formule dans cette nouvelle intention. Il est établi que l'on n'utilise à peine que 30% de ses capacités, mais que si nous les augmentons seulement de 1%, ce pourcentage, d'après la formule, sera élevé au carré, doublant la quantité d'énergie. Si tous les humains augmentaient de la sorte leur conscience au même moment,
la différence en quantité d'énergie serait considérable. Si nous remplissons nos vies d'amour et de gratitude à l'égard de tout ce qui existe, cette conscience deviendra un merveilleux pouvoir qui se diffusera dans le monde entier. Et ceci est justement le message que les cristaux tentent de nous transmettre. Je viens de décrire comment la ferveur d'une prière et les pensées d'un groupe de gens ont été capables de purifier l'eau d'un lac, mais ceux qui ont vu les photos des cristaux ne devraient pas être surpris du fait que nos pensées aient la capacité de transformer l'eau. Il y a quelques années, j'avais alors le désir de me concentrer davantage sur mon intention d'établir plus solidement les bases scientifiques de mes théories, mais je ne savais guère comment m'y prendre pour y arriver. Je trouvais enfin ce que me mit sur la voie en ouvrant le journal un jour comme un autre. Le gros titre qui retint mon attention évoquait la possibilité d'utiliser les ultrasons pour dissoudre la présence de dioxine dans l'eau. L'article se rapportait au développement d'une technologie qui consistait à exposer l'eau à des ultrasons d'une fréquence de 1100 kHz, créant ainsi de minuscules bulles d'air qui décomposaient la dioxine et d'autres toxines mortelles en les désagrégeant. J'avais du mal à contenir mon excitation en lisant cet article. Je saisissais que j'avais enfin trouvé un moyen pour analyser l'énergie provenant de l'esprit des mots. Lorsque les 350 personnes s'assemblèrent sur les rives du lac Biwa pour chanter et prier pour une paix mondiale, il est possible qu'ils aient aussi créé des ultrasons de 2000 kHz. Les ultrasons sont hors de portée de ce que l'oreille humaine peut détecter, et ce n'est pas avec leur voix que ces personnes ont créé les ultrasons. Par contre, en se basant sur le principe de résonance qui accorde les sons semblables de différentes octaves, il est tout à fait possible que les conditions aient été remplies pour créer des ultrasons. Il me faut préciser que le pouvoir de l'esprit des mots est certes extraordinaire, mais que si nous combinions la technologie des ultrasons utilisés pour purifier l'eau à celle des vibrations de l'eau, l'effet sur l'eau pourrait être démultiplié. Par exemple, dans le cas d'une eau polluée par des produits chimiques industriels et traitée par la méthode des ultrasons, il pourrait y avoir un second traitement par le procédé vibratoire. Quand l'eau polluée reçoit 1100 kHz d'ultrasons, les produits chimiques se décomposent au moment où les bulles d'air les font se désintégrer. Mais même si les produits toxiques sont dissous dans l'eau, ils sont toutefois toujours présents. Pour en débarrasser définitivement l'eau, il est nécessaire d'exposer l'eau à l'information créée par la fréquence vibratoire opposée à celle des substances toxiques. L'usage d'une seule de ces deux méthodes n'est probablement pas suffisant, mais par leur combinaison, il doit être possible de débarrasser complètement l'eau de ces polluants destructifs. Et il devrait être également possible d'utiliser cette même combinaison de technologies pour débarrasser de leurs toxines nos propres corps. Que nous réserve l'avenir vis-à-vis de la recherche sur les cristaux d'eau ? Pour répondre à cette question, il faut en premier lieu se demander quelle connaissance cette recherche recevra de la part des scientifiques. Quand je montre les photos au cours de mes conférences à l'étranger, je suis bombardée d'une multitude de questions. Par exemple, quelles sont les différences qui apparaissent dans la formation des cristaux selon que l'eau a été exposée à une musique numérique ou analogique ? Qu'en est-il de la musique live ? Afin de pouvoir répondre à toutes ces questions, il me faut développer mes recherches et effectuer d'autres expériences en variant les conditions. Un autre aboutissement important auquel j'aspire concerne la possibilité de reproduire plusieurs fois une même expérience. Nous avons vu à maintes occasions que la formation d'un cristal est dépendante de l'état de conscience de l'observateur. Au moment où les échantillons d'eau sont versés dans les boîtes de pétri, nous en préparons en général une 50aine, ils produiront des cristaux différents selon la façon dont l'eau a été manipulée par le chercheur et selon les pensées de ce dernier en cours de manipulation. La condition de ces 50 échantillons d'eau évolue donc d'un instant à l'autre. Il semble pratiquement impossible de contrôler tous ces différents facteurs au point que l'on puisse affirmer en termes scientifiques que l'ensemble des conditions est reproductible de manière identique. Notre recherche toutefois s'est approchée au maximum de ces conditions, par l'emploi des méthodes scientifiques disponibles les plus précises. Nos efforts en ce sens ont inclus l'utilisation de personnes aveugles pour atténuer les risques de modification dus à l'influence des pensées des chercheurs.
car nous ne voulons pas que les résultats soient affectés par la pensée que l'eau exposée au mot « merci » produise un plus beau cristal que l'eau expose un mot idiot. Nous étiquetons les boîtes d'échantillons avec des lettres de l'alphabet sans révéler les conditions auxquelles l'eau a été exposée, tant que les résultats ne sont pas apparus. Nous espérons que ces mesures permettent d'éviter au maximum l'impact des pensées du chercheur qui fait l'expérience. Pour chacune des 50 boîtes, nous avons un tableau indiquant le nombre de cristaux catalogués comme beaux, hexagonaux, et ainsi de suite. Ensuite, nous choisissons un seul cristal pour le photographier, celui qui présente le mieux les caractéristiques de l'échantillon qu'il a formé. Les cristaux changent selon les pensées des observateurs et même selon l'état de santé de ces derniers. Pour en tenir compte, nous demandons à plusieurs chercheurs expérimentés d'observer les échantillons. Notre intention, par l'utilisation de ces méthodes, est de chercher à découvrir au mieux les messages contenus dans le plus délicat des messagers. Il est probable que l'un des domaines dans lequel la recherche sur les cristaux d'eau puisse être la plus utile soit la prévision des tremblements de terre. Il semble que l'eau soit capable de détecter un tremblement de terre sur le point d'advenir, plutôt que n'importe quelle autre substance. Je prévois le temps où des échantillons d'eau seront quotidiennement prélevés du sous-sol et où, par l'observation des changements dans la formation des cristaux, il sera possible de détecter toute modification de la croûte terrestre. Quand un tremblement de terre se produit, nous avons la possibilité de comparer les photos des cristaux formés par l'eau prélevée avant et après le tremblement de terre. En accumulant les données sur les cristaux qui précèdent de peu une secousse sismique, nous allons pouvoir étudier les similarités et par la suite devenir capables d'utiliser ces informations pour prévoir de futurs séismes. J'ai perdu mes grands-parents et une tante du côté maternel en 1923 dans un terrible tremblement de terre et, considérant également les souffrances et les destructions causées par le tremblement de terre qui frappa Kobe en 1995, je puis dire personnellement que d'être capable d'utiliser les cristaux d'eau pour prévoir les tremblements de terre serait une fantastique contribution au bienfait de l'humanité. Il est tout aussi tout à fait possible d'imaginer que cette technologie puisse un jour être employée pour anticiper d'autres formes de destruction, telles que les tempêtes, les inondations, les épidémies, et même pour déjouer le plan d'une attaque secrète préparée par un pays ennemi. Je me suis également attelée au projet de trouver le moyen qui puisse permettre à chacun de prendre des photos de cristaux avec ou sans équipement ou connaissances scientifiques. Il semble qu'avec les technologies qui apparaissent aujourd'hui, l'on puisse estimer que ce soit envisageable dans un avenir relativement proche. Nous suivons de près la fabrication de matériaux supra-thermoconducteurs 20 fois plus puissants que ceux qui existent actuellement et qui offrent la possibilité de faire geler l'eau à température ambiante. Il ne sera plus nécessaire de prendre les photos dans une chambre froide spécialement conçue pour maintenir la température à moins 5 degrés. Les chercheurs, grâce à cette technologie, sont sur le point de fabriquer un appareil qui devrait permettre à tout le monde de photographier des cristaux pratiquement partout. J'ai l'intuition que la technologie relative aux cristaux d'eau gelée sera à l'avenir partagée par l'humanité entière. Cependant, cela pourrait devenir une épée à double tranchant. Utilisée dans de bonnes intentions, l'eau a le potentiel d'apporter à l'humanité un éclat et un bonheur sans limite. Mais une telle technologie comporte par ailleurs le risque d'être destinée au profit ou pour faire du mal. Notre corps étant principalement composé d'eau, la vie ne peut perdurer sans elle. Mais nous ne devons jamais oublier que l'eau a en même temps le pouvoir de balayer des civilisations entières et de provoquer des destructions majeures. Tout dépend du contenu de nos âmes. L'âme humaine a la possibilité d'apporter le bonheur en ce monde comme elle a celle de créer la souffrance. C'est une réalité que les cristaux révèlent clairement. Alors, comment poursuivre la quête de notre chemin de vie ? J'ai insisté tout au long du livre sur l'importance de l'amour et de la gratitude. La gratitude est ce qui engendre un cœur rempli d'amour. L'amour oriente les sentiments de gratitude dans la bonne direction. Les cristaux d'eau nous l'ont montré. La gratitude et l'amour peuvent se propager dans le monde entier. Nous sommes tous porteurs d'une importante mission, faire en sorte
que l'eau soit de nouveau pure et construire un monde qui soit pacifique et salubre à vivre. Pour pouvoir remplir cette mission, il faut préalablement nous assurer que nos cœurs soient eux-mêmes limpides et non pollués. Au fil des siècles, l'humanité n'a cessé de voler les richesses de la terre, la laissant chaque fois plus polluée. Cette version de l'histoire est enregistrée dans l'eau. À l'heure actuelle, l'eau s'est mise à nous parler. Elle est en train de nous montrer à travers ces cristaux ce que nous avons à faire. Dès aujourd'hui, nous devons nous mettre à graver une autre histoire. L'eau, à sa façon, veille attentivement et paisiblement à la direction que nous prenons, celle que vous êtes en train de prendre juste en cet instant, et elle veille sur chacun d'entre nous. Mon seul vœu est que vous puissiez écouter et intégrer ce que l'eau a à dire à l'ensemble de l'humanité et à vous en particulier.